France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre au Parlement européen pour Ici l'Europe. Merci de nous rejoindre aussi sur France 24 et Radio France Internationale. Notre Europe est très polarisée sur de nombreux sujets. À quelques jours d'un sommet européen important, on y décidera du budget à long terme de l'Union, de ses projets ainsi que de son soutien à l'Ukraine. Nous en parlons aujourd'hui avec Manon Aubry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pressentie pour être tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes de juin prochain. Vous avez d'ailleurs été chargée de coordonner la campagne pour obtenir l'unité, même si l'unité sur une liste avec tous les partis de gauche ensemble n'est pas vraiment d'actualité. Alors vous êtes députée européenne et vous co-présidez dans cet hémicycle le groupe de la gauche ou The Left. Vous avez fait vos armes en politique dans le monde associatif, porte-parole par exemple de l'ONG Oxfam France sur les questions de justice sociale entre 2014 et 2018. J'ai envie de vous demander, Manon Aubry, 14 et 15 décembre, sommet européen très important, beaucoup d'inquiétudes autour de décisions qui doivent être prises à propos de l'Ukraine. D'abord, un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros pour les 4 prochaines années et puis l'ouverture de ces négociations d'adhésion à l'Union européenne. Est-ce que vous êtes complètement favorable à ces deux mesures ? Le devoir de l'Union européenne est de continuer le soutien financier, le soutien logistique, le soutien humanitaire et le soutien militaire à l'Ukraine. On a voté ici au Parlement européen beaucoup de résolutions en ce sens. Je m'alerte d'ailleurs d'une certaine forme de deux poids, deux mesures. On a eu raison de défendre le droit international du côté de l'Ukraine, mais on voit bien que la même chose ne s'applique pas au conflit actuel en Palestine, où l'Union européenne a du mal à parler d'une même voix. La question de l'adhésion est une autre question. Qui pense sérieusement qu'on peut faire entrer un pays en guerre au sein de l'Union européenne? C'est absolument pas réaliste. L'enjeu aujourd'hui, c'est le soutien qu'on peut apporter à un pays. Mais ce conseil va... Donc vous êtes opposé. Je suis opposée. La gauche européenne, d'ailleurs, votre parti, je disais The Left, n'est pas très clair sur ce soutien à l'Ukraine. Des partis comme Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, dans votre groupe, ont tendance à voter contre un soutien financier et militaire au nom de l'antimilitarisme, anti-OTAN. Ça vous pose des problèmes peut-être S'agissant du soutien financier, mon groupe l'a soutenu de manière unanime. S'agissant du soutien militaire, c'est normal qu'il y ait des débats. Parce qu'à partir du moment où vous donnez non plus seulement des armes de défense, comme ça a été le cas au début du conflit, mais des armes d'attaque, vous êtes co-belligérant à un conflit. Et se pose aujourd'hui la question de l'implication de nos États à un conflit qui peut prendre et qui est en train de prendre une dimension internationale. Et notre camp politique, la gauche ici au Parlement européen, a toujours été le camp de la paix. Et c'est pour ça que depuis le début du conflit en Ukraine, nous appelons l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour mettre autour de la table les parties au conflit et trouver le chemin de la paix. Évidemment qu'il faut fixer comme préalable le fait que Vladimir Poutine se retire de l'Ukraine, mais au bout d'un moment, il n'a pas l'air de vouloir faire. Bien sûr, et donc pour ça, il faut utiliser tous les moyens de pression. Je vous prends un exemple précis. On a voté ici au Parlement européen, et mon groupe les a votés, 11 paquets de sanctions vis-à-vis de la Russie pour notamment prendre au portefeuille les oligarques. Mais on découvre qu'en pratique, ces sanctions n'ont pas véritablement été appliquées et que des oligarques russes, profitant de l'opacité des paradis fiscaux européens, je pense notamment à des États comme Malte, continuent à prospérer très largement. Donc vous voyez, il y a une forme d'hypocrisie entre les discours bienvenus de soutien à l'Ukraine et la mise en pratique qui ne suit pas toujours, parce que ça met en question des intérêts financiers propres à l'Union européenne. Il y a blocage aussi au niveau des chefs d'État. Si on regarde effectivement en Slovaquie, il y a désormais au pouvoir un grand admirateur de Vladimir Poutine, le Premier ministre Robert Fico. Toujours en Hongrie, les seuls des 27, il y a Viktor Orban, seul des 27 à avoir maintenu des liens étroits avec le Kremlin après l'invasion russe. Il a menacé de bloquer tout le prochain sommet justement et toutes les décisions relatives à l'Ukraine. Est-ce que d'ailleurs ça n'est pas pour
exercer un chantage sur l'Union européenne qui ne lui verse pas les fonds demandés puisqu'il dérive sur l'état de droit? Complètement, c'est un outil de chantage qui est utilisé par Viktor Orban, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais qui pose très précisément les échecs du précédent élargissement. Parce que quand l'Union européenne s'est élargie à 10 États supplémentaires, à aucun moment n'a été posée la question des conditions d'harmonisation en matière sociale, en matière fiscale, en matière écologique et en matière démocratique. C'est l'échec que nous ne devons pas reproduire. Le salaire minimum, par exemple, en Bulgarie, est à peine plus de 300 € quand il est de plus de 2200 € au Luxembourg. La conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui, en France, par exemple, plus de la moitié des délocalisations se déroulent au sein même de l'Union européenne, non plus en dehors, mais parce qu'on fait un marché unique, on étend les frontières du marché unique sans niveler par le haut les conditions sociales. Donc les entreprises font leur shopping et vont chercher les conditions sociales les plus favorables. Contre l'élargissement, et vous allez dire aux Ukrainiens, non, vous n'êtes pas prêts pour rentrer dans l'Union et vous n'avez pas cette perspective. De quoi ont besoin les Ukrainiens? Les Ukrainiens, ils ont besoin d'un soutien financier, ils ont besoin d'un soutien militaire. Et ça, il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour l'obtenir. Mais oui, moi je le dis très clairement, aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine, vous savez de combien il est? Il est de 140 €. Moi, je ne suis pas prête à ce qu'on provoque ce massacre social à la fois dans l'ouest de l'Union européenne avec une délocalisation massive, mais aussi un massacre social dans ces pays. En Roumanie, quand la Roumanie a accédé à l'Union européenne, ils en ont profité à ce moment-là pour baisser le niveau de cotisation sociale. Et vous le voyez, l'élargissement de l'Union européenne, aujourd'hui, porte un danger en matière sociale, un danger en matière fiscale, on n'en parle pas aussi, mais une partie des États aspirant à rentrer dans l'Union européenne, parmi lesquels la Moldavie et d'autres, ont des taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faibles. À 10% d'impôt sur les sociétés, c'est plus bas que l'Irlande. Donc on va créer de nouveaux paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Vous voyez, c'est ne pas aider ni les populations de ces pays, ni les populations actuellement dans l'Union européenne. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec ces États, qu'on ne peut pas les aider. J'y suis extrêmement favorable et d'ailleurs j'ai voté en faveur ici au Parlement européen, y compris du symbole qui est donné de soutien à l'Ukraine. Donc contre l'élargissement, on a compris. Manon Aubry, qu'en est-il du sommet Union européenne-Chine de cette semaine? À quoi ça doit servir selon vous? À rééquilibrer des rapports commerciaux qui sont très favorables à la Chine, à se faire aider diplomatiquement, notamment sur le dossier ukrainien? Pour moi, il y a une hypocrisie totale de l'Union européenne dans ses relations actuelles avec la Chine. D'abord, d'un point de vue diplomatique, quel doit être le rôle de l'Union européenne dans ce contexte géopolitique très tendu? C'est d'avoir une voix singulière, une voix unique, une voix non alignée. Nous, on a toujours plaidé pour un non-alignement. Ni la Russie, ni la Chine, ni les États-Unis. L'Union européenne a besoin de faire entendre sa voix. Dans le conflit au Proche-Orient, l'Union européenne doit appeler à un cessez-le-feu immédiat. On voit à quel point la reprise des combats, après une trêve qui était salutaire, crée un drame, une apocalypse humanitaire totale en Palestine. Et la voix de l'Union européenne doit être celle d'un cessez-le-feu, mais on voit qu'on est incapable de parler d'une voix commune. Oui, alors vous avez commencé à mentionner la question du conflit Israël-Hamas. Est-ce qu'on peut réapprendre le vivre ensemble et la volonté de pacifier les esprits, ou c'est trop tard vu la façon dont ce conflit effectivement entre Israël et le Hamas est engagé? Bien sûr qu'on peut apprendre, et je dirais d'ailleurs apprendre et pas réapprendre. Je vois bien toutes celles et tous ceux, en particulier du côté de l'extrême droite, qui cherchent à alimenter le poison de la division au sein de nos sociétés. Mais si je prends le point de vue français, la diplomatie française a toujours eu une voix, quelle que soit la couleur politique, à droite comme à gauche, et je pense notamment à Dominique de Villepin, a toujours eu une voix singulière sur la scène internationale qui était justement de rechercher ce chemin sinueux de la paix entre Israël et Palestine. La France a toujours défendu une solution à deux États sur la base des frontières de 1967. Je pense que c'est important de voir la genèse du conflit. Le conflit n'a pas démarré le 7 octobre. Bien sûr que les actes du Hamas sont des actes barbares, inexcusables, mais aujourd'hui, nous sommes dans un conflit qui a plus de 75 ans, dans un conflit dans lequel Israéliens et Palestiniens doivent pouvoir aspirer à vivre en sécurité. Un conflit
qui a produit une colonisation de la part du gouvernement d'Israël. On parle beaucoup de la bande de Gaza en ce moment, mais en Cisjordanie, en ce moment, tout est permis, où les colons israéliens chassent les Palestiniens de leurs terres, et ça ne date pas du 7 octobre. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ce recul, mais surtout d'essayer de se projeter en disant quel peut être le chemin pour retrouver la paix, pour que les bombes arrêtent de siffler, pour que les civils n'aient plus nulle part où fuir. D'un autre côté, en tant que future tête de liste de la France insoumise aux élections européennes, vous n'êtes pas inquiète des polémiques autour de la position de votre parti, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui ne va pas à la marche contre l'antisémitisme, qui a des propos donc sur l'intégrité d'une journaliste, Ruth Elkrief, traitée de manipulatrice, qui semble envoyer des signaux antisémites, ou ça ne vous frappe pas? Mais quelle polémique! Vous voyez, ce que vous venez de faire, c'est précisément alimenter le poison de la division. Vous êtes une journaliste, vous êtes censée m'interroger sur ce que je pense. Pas dire, que vous pensez? Pas dire Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite. Pardon, à quel moment Jean-Luc Mélenchon a une position antisémite? Depuis le début, nous avons condamné l'ensemble des actes antisémites dans notre pays. Et oui, nous avons dit une chose, et moi je l'assume tout à fait. On ne marche pas contre l'antisémitisme avec des antisémites. Dans l'histoire de notre pays, l'extrême droite a soutenu, le Rassemblement national en France a été créé par des anciens Waffen-SS, qui sont des antisémites, qui sont des nazis, ils sont les héritiers des nazis. Vous n'avez pas de problème d'antisémitisme dans la France Mais bien insoumise? sûr que non, mais permettez-moi, mais vous ne pouvez pas faire de telles affirmations sans les étayer. Quelles sont nos positions aujourd'hui? À la fois pour dire très clairement qu'il faut pouvoir protéger l'ensemble des personnes de confession juive dans notre pays. Et nous disons également qu'on ne protège pas les personnes de confession juive en pointant du doigt les personnes de confession musulmane, comme le fait l'extrême droite. Que notre rôle, c'est de garantir l'unité du pays. Et sur le conflit israélo-palestinien, quelle est notre position? Nous avons condamné dès la première heure, la première seconde, les attaques barbares du Hamas. Et nous disons très clairement que le droit d'Israël à la défense n'est pas le droit à la vengeance. Que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de protéger les populations civiles à Gaza, qui n'ont nulle part où fuir, qui se retrouvent privées d'eau, d'électricité, de nourriture. Les Nations Unies aujourd'hui parlent de risque de génocide, ils parlent de nettoyage ethnique. C'est une apocalypse humanitaire. L'Union européenne a peu d'impact ou d'emprise sur ce conflit. C'est faux. L'Union européenne devrait avoir de l'impact et de l'emprise. L'Union européenne est un acteur majeur, mais qu'a fait l'Union européenne? C'est une voix complètement inaudible, faite de contradictions. Je rappelle qu'il y a quand même un commissaire européen qui ici a dit, juste après que le conflit ait pris cette nouvelle tournure, c'est d'arrêter le soutien humanitaire. Il n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, mais ça illustre comment ça se fait qu'un commissaire puisse dire ça. On a ensuite une présidente du Parlement ici et une présidente de la Commission européenne qui ont parlé de soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Donc concrètement, c'est quoi aujourd'hui la position de l'Union européenne? C'est un soutien à des actes de guerre, à des crimes de guerre, à des crimes contre l'humanité, ou c'est la position de Joseph Borrell, qui pour le coup est plus mesuré et qui lui parle de la situation humanitaire catastrophique et avance petit à petit sur un cessez-le-feu. Et d'ailleurs ici, je m'étonne qu'au Parlement européen, mon groupe ait été initialement le seul à demander un cessez-le-feu immédiat, et j'observe que ça progresse petit à petit, que de plus en plus de groupes politiques se rangent à cette position qui est la seule, qui est le chemin de la paix. Revenons à cette question des élections européennes, puisqu'elle vous intéresse au premier chef, je le disais, en tant que future tête de liste, donc LFI, dans les derniers sondages, on voit finalement des intentions de vote d'environ 28% pour l'extrême droite, justement, devant donc le groupe d'Emmanuel Macron, 19%, à côté français. Vos insoumis, effectivement, sur une bonne lancée à 8% contre 6% en 2019. Des Verts qui accusent le co. Est-ce que ça vous convient comme pronostic? Moi, mon objectif, c'est évidemment de dépasser les 10%. C'est un objectif qui est largement atteignable, mais qui va nous permettre d'être en tête de la gauche. Pourquoi je dis ça? Parce que depuis le début, nous avions proposé que nous puissions avoir une liste commune de la NUPES pour être en mesure de basculer en tête de cette élection européenne. Où vous l'avez dit, c'est vrai, l'extrême droite, dans les sondages, est donnée en tête. Et pendant que l'extrême droite et Jordan Bardella et Marine Le Pen en France essaient de se faire un vernis tout propre,
La réalité, c'est qu'il y a à peine quelques jours, Jordan Bardella était à Florence avec tout ce qui se fait de plus facho dans la sphère d'extrême droite européenne. Il était notamment avec son allié bulgare qui parle des Roms comme de vermines inhumaines, pour ne prendre que cet exemple. Tous ces alliés qui sont contre le droit à l'avortement. D'ailleurs, Jordan Bardella a ici sans cesse voté contre le droit à l'avortement. Le programme de la NUPES que nous avons élaboré il y a un an, il n'est pas mort. Moi, je vais porter le programme de la NUPES pour ces élections européennes qui nous a permis de remporter 151 députés à l'Assemblée nationale l'an dernier et dans lequel il y a un chapitre qui porte sur les questions européennes. Mais les Verts auront leur tête de liste, Marie Toussaint, mais je le regrette, qui est déjà... à eux de dire... Et probablement les socialistes aussi. À eux de dire en quoi ils sont aujourd'hui en désaccord avec ce programme de la NUPES. J'observe d'ailleurs que François Hollande a dit qu'il soutiendrait Raphaël Glucksmann pour ces élections européennes. François Hollande, c'est celui qui a trahi la gauche ici sur la scène européenne, qui avait promis qu'il renégocierait les traités et qui ne le ferait pas. Parce que l'enjeu derrière, qu'il n'a pas fait en pratique. Parce que l'enjeu derrière, c'est quoi? C'est de rompre avec ce cours libéral de l'Union européenne qui met comme valeur cardinale l'austérité, de rompre avec le libre-échange et la multiplication des accords de libre-échange, comme avec le Mercosur et la Nouvelle-Zélande, et de rompre enfin avec le tout marché, qui fait qu'on n'est pas concurrentiel sur la scène internationale. Notre objectif à nous, c'est de proposer une alternative à ça, et dire qu'à l'austérité, il faut davantage de solidarité, il faut mettre à contribution les plus riches de nos pays, au même moment où le coût de la vie explose pour l'ensemble des Européens. Face au libre-échange, il faut davantage de protectionnisme, protéger nos industries. Je termine là-dessus. Face aujourd'hui au tout marché, il faut protéger des biens communs de leur libéralisation. Je prends le fret SNCF, par exemple, qui est vendu à la découpe. Voilà des exemples concrets. Manon Aubry, vous êtes déjà en campagne, on l'a compris. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Restez en notre compagnie. L'actualité continue.